Bien, je vous propose donc de démarrer ce quatrième webinaire Simco Consulting. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux à suivre ces webinaires qui ont pour but de partager ensemble dans cette période un peu difficile de déplacement les expériences de Simco, de donner des billes et des approches sur tout ce qui va concerner les sujets logistique, supply chain. On arrive au bout de la première série de 4 webinaires et puis on verra à la fin donc, de cet exercice que 4 autres seront programmés d'ici 2 semaines et jusqu'à mi ou fin juillet sur les thématiques d'actualité qui sont les indicateurs de pilotage, de suivi d'activité, qui sont la partie simulation de flux, qui sont également et notamment la transformation d'une organisation pour devenir compatible e-commerce, tant sur les flux physiques que sur les flux d'information, sujet qui reste d'actualité aujourd'hui et on pourra le voir. Alors, ces webinaires, donc, on vous les propose et donc pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous connaissez maintenant Simco Consulting. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Simco Consulting, donc nous sommes un cabinet conseil destiné donc et orienté donc sur toutes les activités de transport, de logistique et plus généralement donc, de supply chain, d'origine italienne avec un chiffre d'affaires de 2 400 000 € l'année dernière. À peu près 15% de ce chiffre est issu donc du marché français, marché sur lequel Simco s'est installé depuis un peu plus de 2 ans maintenant et que nous développons. Et j'ai la chance et l'honneur d'être responsable pour la France des activités de Simco. Alors, quelques logos d'entreprises qui ont fait confiance à Simco Consulting. Simco, c'est 2000 projets pour à peu près 500 clients depuis 40 ans bientôt. Donc, des petites entreprises, des grandes entreprises de tout secteur, automobile, pharmacie, distribution, industrie, et j'en passe évidemment. Donc un portefeuille et un background très intéressant que l'on peut partager évidemment avec vous. Une implantation donc principalement donc italienne, mais donc 28 projets sur une dizaine de sites donc ont été traités sur la France et des dossiers traités également donc aux États-Unis, en Thaïlande, en Inde et en Chine sur le côté international. L'offre de Simco Consulting, donc on en parle en début de chaque webinaire, l'organisation des réseaux de distribution, les master plans, aménagement d'usine, tout ce qui est logistique d'entreposage, dont on a développé pas mal de thèmes sur les 3 précédents webinaires, donc sur la conception de systèmes de manutention interne, la réorganisation des entrepôts et des flux usines, la simulation de flux, les actions d'amélioration continue, les identifications, tout ce qui est gestion de données, gestion d'entrepôts et autres. Une partie également de conseils sur l'externalisation des transports et des entrepôts, c'est le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, que nous allons développer. La prévision de la demande et gestion du stock, on va se rapprocher de l'approche supply chain ici. Toute la partie ligne production, donc amélioration continue donc dans un enjeu industriel. Et puis tout un catalogue de formations que nous sommes susceptibles donc d'assurer en intra, en extra-entreprise et dont on tient évidemment le détail à votre disposition. Rentrons, si vous voulez bien, sur le thème du jour. Donc, on va parler aujourd'hui donc externalisation, transport et logistique, avec un petit circuit qui va commencer par finalement les erreurs à ne pas commettre. Pour une fois, on va commencer par ça, et puis on finira par la notion de facteur clé de succès. Qu'est-ce qui fait le succès d'une prestation et d'une externalisation réussie? On verra une mise en situation, le contexte, le lexique. Comment est-ce qu'on prépare un projet? Quels sont les points importants d'appel d'offres, puisque qui dit externalisation va forcément dire appel d'offres. Et puis, comment est-ce qu'on conduit ce projet pour le mener à la réussite? Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on a mis dans le même thématique la partie transport et la partie logistique. Alors d'abord, les erreurs à ne pas commettre. La première, c'est d'essayer de vous expliquer tout ça en 45 minutes. Évidemment, 45 minutes ne suffit pas. Et donc, l'idée, c'est bien de vous donner
des tendances, des billes, des points de repère. N'hésitez pas derrière à nous appeler pour creuser ou si vous avez des projets pour vous accompagner dans vos projets. Il ne faut pas non plus, dans les erreurs à commettre, sous-estimer la relation transporteur et passer outre la phase méthodologique. Pourquoi? On va le voir dans quelques secondes. Aujourd'hui, on parle de confier ses produits à un transporteur, on ne parle pas forcément d'externalisation de transport. On va plutôt parler d'externalisation, oui, j'ai un prestataire logistique et un transporteur, alors qu'un transporteur est un prestataire de transport. Et donc, il ne faut pas non plus négliger donc, cette relation transporteur. C'est pour ça qu'on a mis transport et logistique dans la même thématique, puisqu'il y a une démarche commune à accomplir, même si certains livrables ne sont pas les mêmes, évidemment, mais il y a une démarche commune qu'on vous suggère et qu'on vous propose de suivre. La troisième erreur, et on va retrouver son pendant donc, dans les facteurs clés de succès, c'est de se limiter à une relation donneur d'ordre-fournisseur avec juste on achète un prix. Non, il y a vraiment un partenariat à mettre en place quand on va confier nos produits à un transporteur ou à un logisticien. Il y a un suivi, il y a une confiance mutuelle à aller chercher. Et ça, c'est quelque chose de capital. Et donc, on n'est pas sur une simple relation donneur d'ordre fournisseur, si tant est que cette relation puisse exister par ailleurs. Et puis, la quatrième erreur à ne pas commettre, c'est donc de ne pas suivre la qualité de la prestation. On confie sa marchandise, on confie quelque part, on verra l'efficacité, le service au client. Donc, évidemment, la qualité de la prestation est à suivre. On peut avoir confiance en son prestataire, mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, un déséquilibre aussi à ne pas, j'allais dire, générer entre je prends le transport à la légère et par contre, je prends la partie logistique au sérieux. Alors, pourquoi on aurait tendance à dire à un moment donné, je passe plus de temps sur une prestation logistique que sur une prestation de transport? Tout simplement, le tableau de gauche ici le montre, puisque aujourd'hui, si on raisonne alors en transport routier intérieur France et en milliards de tonnes kilomètres, donc on prend des poids transportés, on multiplie par le nombre de kilomètres qu'ils réalisent, on voit qu'aujourd'hui, on a du transport, ce qu'on appelle en compte propre. C'est vous transportez vos propres marchandises dans vos propres flottes de véhicules. On est donc sur 40 milliards de tonnes kilomètres, alors que pour le compte d'autrui, donc la partie externalisée, on est à 122 milliards, pardon. Donc on est sur un ratio sensiblement 25-75, 25% des entreprises assurent leur transport en propre. Et puis donc 75% donc, confient leur distribution donc, à un transporteur. C'est un chiffre qui est conséquent. Quand on démarre une activité, on a plutôt tendance directement à dire j'ai besoin d'un transporteur, sauf si on est sur un périmètre très, très serré. J'ai besoin d'un transporteur pour transporter donc, et pour livrer ou approvisionner les marchandises. Par contre, on a plus facilement des surfaces, des mètres carrés disponibles quand on démarre pour aller stocker et entreposer et assurer la préparation de ces colis et de ces produits. Et c'est seulement quand on commence à progresser, qu'on a besoin de surface, qu'on veut étendre un site de production, qu'on va penser aller chercher un prestataire logistique. Et c'est là qu'on rejoint donc le tableau de droite. Donc la partie basse, ce sont des chiffres qui sont de 2014, mais qui restent significatifs. Aujourd'hui, on voit que sensiblement 30% des entreprises de 100 salariés et plus confient leurs marchandises à un prestataire logistique, ce qui n'est pas non plus très fort, hein, 30%. Il y a une part de marché potentiel à aller chercher 70% chez les prestataires. Et dans les petites entreprises de 50 à 99%, cette part retombe sensiblement à 10%, et avec une hausse en 2012, hein, vous voyez, on était à 18 points, et donc qui est retombé à peu près à une dizaine de pourcents sur 2014. Alors ça, c'est les données qui font dire qu'effectivement, on va plus facilement confier ses produits à un transporteur qu'à un logisticien, tout au moins ça semble plus facile. Alors,
L'évolution du marché aujourd'hui, ben, vous êtes vos entreprises, nos entreprises sont comme toutes les entreprises, on fait face à un besoin accru et très fort de niveau de service, avec une augmentation ben, de la gamme des produits, avec une augmentation de la fréquence des commandes. On en a parlé sur les précédents webinaires. On a vu une évolution des commandes. On avait avant des commandes plus conséquentes et moins fréquentes. Aujourd'hui, on a des commandes plus petites. Donc, on rentre plus dans le détail et on va aller faire plus de préparation de commandes en quantité. Hein. On va servir plus de fois le client. On a un besoin de montrer en interne, de produire de la qualité et cette qualité a besoin d'être perçue par le marché puisque ben, on bascule facilement aussi dans du e-commerce et c'est très facile de mettre de l'huile à 5 étoiles à un donneur d'ordre quand on est satisfait ou pas de la prestation et avec donc une réputation qui se fait très vite. Donc, on a vraiment besoin d'aller chercher cette réputation, tant sur la qualité que sur la disponibilité des produits, la couverture de stock, les flux d'informations, le tracking, le tracing, mon produit, etc. Donc, on est aujourd'hui sur un marché qui est de plus en plus exigeant comme beaucoup de marchés. Et on va nous demander aussi des services complémentaires, de la customisation de dernière minute, du montage à domicile, du reconditionnement, du réétiquetage, etc. Donc, il y a des choses qu'on va nous demander qu'on ne nous demandait pas précédemment, et donc qui fait que le marché devient plus complexe. Et avec cette exigence de niveau de service et ce marché qui devient plus complexe, ben on rentre aussi dans une demande de plus en plus imprévisible. Alors évidemment, on sort où on est dans cette crise sanitaire avec le Covid aujourd'hui, mais on est dans un monde que nombre d'acteurs identifient comme VUCA, le terme est plutôt anglophone, avec la volatilité du marché, avec des incertitudes. Donc, très difficile de prévoir, d'anticiper, de préparer des stocks, des organisations de plus en plus complexes, et puis donc des ambiguïtés aussi qui arrivent. Donc, dans ce marché VUCA, il faut qu'on se prépare, et une des façons de se préparer, c'est peut-être d'aller se reconcentrer sur un core business, sur notre métier de base, et d'aller confier à un spécialiste la prestation logistique ou le transport de nos marchandises. Sans compter que la supply chain aujourd'hui est rentrée, cette fois on y est, dans la stratégie de l'entreprise. L'article de presse récent nous le montre, hein, dans la stratégie n'oubliez pas la supply chain. C'était un magazine des Échos, des Échos exécutifs qui a sorti cet article il y a peu de temps. L'Express a parlé de logistique et beaucoup de médias ont parlé de logistique dans la phase coronavirus. Hein, voilà, maintenir la France à flot, c'est un secteur vital. Donc oui, on a bien vu. Alors après, pas de produit, pas de logistique possible non plus. Hein. On ne va pas rentrer dans des débats. Mais en tout cas, l'actualité récente et la tendance nous montre bien que la supply chain entre dans le cœur de la stratégie des entreprises, qu'on a ensuite une décision tactique qui est de dire cette logistique ou ce transport, est-ce que je le garde en propre ou est-ce que je le confie à un tiers? Là, c'est un choix tactique des entreprises, ce qui n'empêche pas derrière, en termes d'opérationnel, de suivre l'exécution des opérations de transport et de logistique. Et là aussi, on va beaucoup insister pendant ce webinaire sur cette notion. Alors, pourquoi est-ce qu'on va sous-traiter? Pourquoi est-ce qu'on va aller confier notre marchandise à un tiers? Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle a le mérite de donner quelques pistes. J'en ai parlé tout à l'heure, vous allez peut-être vouloir vous recentrer sur votre cœur de métier. Donc dégager plutôt des moyens sur le cœur de métier, bien faire ce que vous savez faire, et puis peut-être confier à un prestataire cette opération, aussi simple soit-elle ou aussi complexe soit-elle. Vous allez confier donc cette partie, temps de stockage, préparation, temps de transport donc à un spécialiste.
Vous avez peut-être besoin de couvrir une nouvelle zone géographique. Vous êtes implanté plutôt au nord de la France, vous voulez développer le sud de la France, l'Europe, etc. Vous n'allez pas forcément dupliquer vos activités, dupliquer vos entrepôts, etc. Vous allez peut-être passer par un prestataire qui va vous permettre, soit par un stock, soit par une organisation de transport, d'aller couvrir cette zone. Vous avez peut-être besoin d'expertise ou d'expérience de la part d'un prestataire. Vous pensez, vous développez une gamme destinée plutôt à la grande distribution, donc cœur de métier, discussion, référencement, achat, tarifs, etc. Et à un moment donné, on vous dit qu'il faut livrer les plateformes le mardi matin à 7 heures. OK, il faut trouver le bon transporteur ou la bonne organisation logistique pour livrer les plateformes le mardi matin à 7 heures. Eh bien, il n'est pas rare qu'on aille identifier des acteurs sur le marché qui livrent déjà ces plateformes le mardi matin à 7 heures et qui pourraient prendre les quelques colis, les quelques palettes supplémentaires qu'on serait amené à lui confier. Donc, on va aller chercher une expérience, on va aller chercher des prises de rendez-vous déjà existantes, on va aller s'adosser sur des flux existants, ce qui va permettre également la rationalisation des coûts en vente. Peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer vos coûts fixes, vos coûts variables, qui dépend évidemment des contrats et de la nature de facturation sur laquelle vous engagez avec votre prestataire, mais ça peut être également une source potentielle pour aller chercher donc, cette sous-traitance. Vous avez besoin de flexibilité. Bien, peut-être que les prestataires sont effectivement plus flexibles que vous, puisque multi-donneurs d'ordre, bascule de saisonnalité, effectif plus conséquent, parc manutention plus conséquent. Le jour où vous avez un pic d'activité, peut-être qu'un prestataire sera plus à même de l'assumer que vous. J'ai rajouté également la partie évolution des normes, la partie évolution de la législation. Vous avez des produits qui ont besoin d'être mis à l'abri par rapport à des risques d'explosion, par des risques d'incendie, par des contraintes de température, d'hygrométrie, etc. Eh bien, vous allez peut-être faire appel là aussi à un spécialiste ou à une organisation qui sait correctement gérer ces évolutions. Et si on parle transport, vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de sous-traiter parce que de toute façon, vous n'avez pas de camion et vous n'avez pas de véhicule pour livrer vos colis. Et donc là, vous vous dites, ben non, je n'ai pas de choix, il faut que j'aille chercher un transporteur. Là aussi, l'erreur à ne pas commettre, hein, c'est bien de dire, je vais chercher un transporteur, je prends, entre guillemets, le premier vue. Non, il faut avoir une méthodologie que je vous propose de développer pendant ce webinaire pour aller chercher, qualifier, identifier et chercher le meilleur opérateur qui puisse vous rendre le service attendu. Alors en face de ça, on a forcément des craintes. On a peur que ça coûte cher parce qu'on ne va pas forcément tout maîtriser. On a peur de perdre le contrôle. On confie nos marchandises, après, on ne sait plus ce qui se passe. On est méfiant. Est-ce que le prestataire, le transporteur me dit bien ce qui se passe, la vérité? Est-ce qu'il a bien livré mon client? Est-ce que voilà, la méfiance. Hein. On confie aussi donc notre réputation à un prestataire. On est les meilleurs du monde, on a les meilleurs produits du monde, on en prend soin, on les dépose à temps chez un prestataire. Et finalement, lui génère des erreurs de préparation, génère des retards, génère des anomalies, perd des commandes, etc. Et donc, va petit à petit faire baisser la réputation de l'entreprise et ça peut aller assez loin dans l'impact que j'ai à confier donc, notre prestation. D'où l'idée de pilotage, d'indicateurs et on le verra, de service minimum et d'un contrat en béton pour pouvoir sortir d'une situation qui à un moment donné serait glissante et vers le bas. N'allez pas interpréter que l'intégralité des prestataires ou que dès l'instant qu'on va confier ces produits aux prestataires, on va avoir des heures de préparation, des retards, des commandes qui se perdent, etc. Loin de moi cette idée. Je
pense que sinon, il n'y aurait pas sujet à réaliser ce webinaire. À un moment donné, la crainte aussi, si on rejoint le coût, c'est j'ai des produits peut-être spécifiques pour les manutentionner, pour gagner des productivité et pour avoir un coût compétitif, je vais générer des investissements, de l'automatisation, des engins de manutention spécifiques. Oui, mais il faut faire un pendant avec la durée. Si vous avez besoin d'un fort taux d'automatisation, peut-être que vous allez passer un contrat avec une durée plus longue avec un prestataire, puisque forcément, un prestataire ne va pas investir pour vous si vous lui confiez un an d'activité. Donc, il y a un raisonnement aussi par rapport à ça. Alors, il faut faire l'équilibre. Hein. Pourquoi est-ce que je sous-traite? Quelles sont les craintes? Comment je passe au travers? L'idée qu'on va vous proposer de développer ici, c'est faut bien préparer cette notion de sous-traitance d'externalisation, c'est de blinder et d'avoir un très bon contrat qui prévoit un maximum de clauses, y compris des clauses de sortie donc, entre le donneur d'ordre et le prestataire. Et puis évidemment, c'est de vous faire accompagner par un bon cabinet conseil. Et à ce titre, vous aurez mes coordonnées et nos coordonnées en dernière page de ce slide. Alors, les tendances des grandes entreprises aujourd'hui est d'externaliser, on l'a vu, hein, on est à peu près sur 30%, ça pourrait être plus. Aujourd'hui, on a à peu près 64% donc des entreprises qui font évoluer donc, leurs services quand ils font appel à la sous-traitance. On part d'un périmètre et ce périmètre, on le fait évoluer petit à petit, donc on augmente la part de marché du prestataire de l'ordre à peu près de 64%. 24% des entreprises qu'on interroge pensent plutôt à réinternaliser leur production, c'est beaucoup. Voilà. Et on verra tout à l'heure quels sont dans le slide là, quelles sont les causes qui peuvent générer cette idée de l'internalisation. Et puis, à peu près 58%, donc on est proche, hein, l'évolution des appels à sous-traitance, confirme des services, quand il y a une remise en cause, en fait, ils confirment, ils disent non, on reste avec nos prestataires. Et au global, 75% donc, des clients qui confient leurs marchandises à des prestataires, transport ou logistique, sont plutôt satisfaits, 19% et 6% donc partiellement satisfaits et insatisfaits. Et si on regarde donc, dans ce petit quart d'insatisfaction, on a 37%, donc un tiers, qui considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment contrôlé les opérations avec un prestataire. 30% aussi sur une gestion trop faible, donc on est trop loin finalement des opérations. 20% parce que le contrat a été trop flou, pas assez précis dès le départ. Et puis des relations difficiles entre chargeurs et prestataires pour 10% des cas. Et donc on peut généraliser hein, là aussi sur un projet qui aura été mal préparé ou qui aura été préparé avec des données qui ne sont pas forcément exactes. Alors, l'évolution du marché, on nous demande d'augmenter le taux de service, on nous demande d'assurer une continuité du service, on nous demande de réduire le lead time, hein, donc le délai entre la commande et la réception de marchandises par le client, on nous demande d'augmenter la zone à desservir, on nous demande de faire attention à des notions donc, aujourd'hui de dépenses de CO2, hein, voilà, de footprint, voilà, et évidemment, ça on vous demande ça en vous demandant de baisser vos coûts. Alors comment faire? Comment faire? On sort une baguette magique et puis tout va bien se passer. Non. Plus sérieusement, on ne peut pas généraliser en disant je vais chercher un sous-traitant ou un prestataire logistique pour baisser mes coûts, ou on ne peut pas généraliser en disant je vais chercher un prestataire logistique et je vais avoir une conséquence sur l'augmentation de mes coûts. Alors tout dépend là aussi des contrats que vous pouvez établir, mais en général, on va plutôt effectivement avoir tendance à diminuer ses coûts quand on va faire appel à un prestataire. Peut-être avant de parler de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit lexique. On entend parler de 3 PL, on entend parler de 4 PL, on entend parler de 5 PL, etc.
c'est les parties logistiques en anglais, PL. On est dans l'exécution de la supply chain. Et donc, l'idée, c'est de savoir aussi à quel type de prestataire je vais m'adresser. On a le 1PL qui va assurer du transport et de la distribution. On est sur un transporteur. Le 2PL va rajouter une petite dose d'entreposage, plus en mode peut-être dépannage ou passage à quai ou hub de distribution. On va être donc sur du stockage et de l'entreposage en plus de distribution et du transport. Le 3PL va commencer à rajouter un petit peu de valeur ajoutée avec l'informatisation des stocks, avec peut-être la gestion de tous les mouvements de douane, les déclarations de douane, un suivi de la performance, etc. C'est le cas le plus répandu, c'est le 3PL. Hein, donc, et dans ces slides, on va vous parler de prestataires et de 3PL. Le 4PL commence à rajouter la notion de conseil, la notion de maîtrise d'ouvrage sur la coordination globale. Donc, on va plutôt lui confier le stock aval, le stock amont, et il va nous proposer donc des solutions qui sont plutôt globalisées en échangeant avec les fournisseurs, en échangeant avec les clients, et donc en amenant de la valeur ajoutée par rapport à une activité de 3PL. Et puis, quand on va commencer à aller chercher de l'automatisation, vraiment des innovations, et un des côtés plus intéressants, c'est la mutualisation des demandes de 3PL pour massifier. C'est-à-dire qu'on va massifier des opérateurs qui peuvent être en concurrence à un moment donné ou qui peuvent être destinés à un même marché, à un même destinataire. On va leur proposer de massifier, c'est ce que fait notamment FM sur ses activités alimentaires, hein, principalement. Donc, il fallait chercher plutôt des gros donneurs d'ordre et massifier de manière à aller chercher des économies d'échelle entre plusieurs donneurs d'ordre. Alors, ce projet d'externalisation, on vous propose ici plutôt de survoler un parcours méthodologique. On va commencer par définir le plan d'action. Voilà, l'audit, savoir de quoi on parle. On reste sur les activités classiques d'analyse de données, d'analyse d'existants, et donc le programme à mettre en place en vue d'aller préparer un appel d'offres qui va nous permettre d'aller chercher, identifier le bon partenaire, qui va nous permettre de se mettre d'accord sur des niveaux de service à assurer. C'est un point qui est important, le SLA, Service Level Agreement, en termes anglais, niveau de service minimum. Définir donc des modèles d'évaluation des offres par rapport à de la pondération, par rapport à de la notation de fournisseurs potentiels. Ça, c'est la préparation. Ensuite, on va rentrer vraiment dans l'appel d'offres en lui-même. Et une fois qu'on aura sélectionné le bon prestataire, on démarre le projet d'implémentation, de mise en place, de rédaction du contrat et tout ce qui va derrière. Alors, la partie audit, il faut, avant de confier une activité à un prestataire, il faut déjà qu'on sache de quoi on parle, de quoi on sort, quel est le périmètre qu'on va confier. Si on parle de produits finis, c'est relativement facile. Produit fini qu'on confie donc à un transporteur, c'est relativement facile. Encore faut-il savoir identifier si nos produits, on les sort plutôt à la palette, si on a une contrainte d'encombrement, si on a une contrainte de poids, si on a une contrainte de manutention, de manipulation. Donc tout ça, il va falloir qu'on le gère évidemment. Il va falloir qu'on aille vérifier donc l'intérêt qu'on a pour s'améliorer avant de confier une prestation, d'aller chercher un système d'information, un WMS, un TMS, notion de planification, etc. Petit point ici qui est important quand on fait donc le modèle de gestion, on a un impact direct dans ce qu'on appelle le schéma directeur logistique. Vous avez une entreprise, vous avez des fournisseurs, vous avez des clients, vous avez vos localisations, les usines, les entrepôts, les centres de distribution qui sont en place parce que, à un moment donné, vous voulez servir une zone géographique bien définie et vous la servez par rapport à un centre de distribution, par rapport à un stockage, une rupture de charge que vous allez vous imposer.
Aujourd'hui, les transporteurs ont beaucoup évolué. Ils ont des réseaux intégrés, bien souvent européens, ou des réseaux de partenaires. Donc, ils vont échanger à la fois les flux physiques et les flux d'informations, ce qui peut faciliter, vous, votre approche par rapport à vos schémas directeurs et peut-être à un moment donné, diminuer, entre guillemets, soit la surface, soit le nombre d'implantations que vous allez avoir dans un schéma directeur. Et ça, c'est l'évolution aujourd'hui des grands transporteurs. Hein. On va s'adresser à des 3, 4 ou 5 PL, va vous permettre, vous, de revoir votre copie en termes de schéma directeur logistique. Et c'est quelque chose qui est relativement important et pas négligeable quand on va vouloir réfléchir à confier une prestation. Ensuite, vous allez définir le type de relation que vous voulez mettre et le périmètre que vous voulez mettre dans cette notion d'externalisation. Une durée du contrat, une approche du projet, est-ce que vous partez des produits finis pour les livrer chez le client? Est-ce que vous confiez une partie de customisation, de finalisation à un prestataire en lui disant je vous mets des produits neutres et puis vous rajoutez un autocollant, une étiquette, un marquage, un mode d'emploi en fonction de la langue du destinataire? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites en interne que vous allez confier? Est-ce que vous avez des opérations de co-packing? Est-ce que vous avez des petites opérations d'assemblage, de kitting, des choses comme ça? Donc, vous allez vouloir définir le périmètre de ce qu'on externalise. Et puis ensuite, vous avez, entre guillemets, ce qu'on appelle la subdivision des services. Est-ce que vous faites un appel d'offres et vous confiez au même opérateur la logistique et le transport? Est-ce que vous faites séparément? Est-ce que c'est plutôt vous demandez à un opérateur de venir travailler dans vos locaux, vous fournissez le système d'information? Est-ce que vous lui confiez, vous lui imposez un site, une localisation, etc. Donc tout ça, il faut le réfléchir avant d'aller chercher l'opérateur qui va aller assurer donc votre production. Et on va commencer, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par faire ce qu'on appelle en anglais, on aime bien les termes anglais, encore une fois en supply chain, le Request for Interest, le RFI. Le RFI, c'est quoi? C'est vous avez une multitude d'acteurs sur le marché, géographiquement parlant, que ce soit sur la France, sur l'Europe ou sur le monde, qui ont des savoir-faire. Vous n'allez pas tous les inviter et tous leur envoyer un document d'appel d'offres dans lequel ils vont renseigner et chiffrer et vous générer un travail d'analyse. Donc, vous allez faire une première sélection. Vous allez travailler donc par rapport à des prestataires qui sont peut-être sur un secteur d'activité donné, qui ont un savoir-faire. Je parlais tout à l'heure de la grande distribution avec la notion de prise de rendez-vous. Quels sont les transporteurs qui travaillent dans la grande distribution et voire même avec telle ou telle enseigne de magasin. Vous allez peut-être vous pencher sur les implantations géographiques, parce que si vous allez chercher, vous êtes au sud, vous allez chercher un transporteur qui est au nord de la France, ben vous allez vous générer des kilométrages à vide en termes de coûts. Vous allez peut-être chercher des références clients en détail, parce que vous êtes d'une taille intermédiaire et que tel transporteur, vous aimeriez bien qui transporte vos colis, mais vous êtes trop petit pour lui. Donc, de toute façon, vous n'allez pas lui envoyer votre cahier des charges. Donc, on va vraiment faire une première présélection. On va interroger des prestataires logistiques, des prestataires de transport, et donc on va aller vérifier que l'entreprise que vous allez convier derrière un appel d'offres va être en mesure de répondre à vos attentes ou va accepter de répondre à vos attentes. C'est la partie RFI. Ensuite, vous pouvez affiner cette partie RFI avec des entretiens, passer un petit coup de fil, vous vérifiez ce qui a été mentionné dans le RFI, vous vérifiez, voilà, vous avez une discussion qui vous permet déjà d'établir une première relation donc, avec un fournisseur et savoir si effectivement, oui ou non, vous allez lui envoyer un appel d'offres, sachant vos appels d'offres. Il y a une notion de confidentialité, vous allez quelque part vous mettre à nu vis-à-vis des opérateurs du marché en donnant vos volumes, le nom de vos clients, etc. Donc vous allez vraiment devoir déjà avoir un premier niveau de confiance dans votre prestataire avant de lui envoyer votre documentation.
Ensuite, vous allez générer l'appel d'offres, donc qu'on appelle Request for Quotation en anglais, RFQ. Cet appel d'offres, en fait, va se faire avec des éléments très concrets qui vont permettre à votre prestataire potentiel de comprendre votre besoin. Vous allez présenter le contexte, la problématique, pourquoi est-ce que vous cherchez à externaliser, est-ce que vous êtes dans le cadre d'un renouvellement de contrat, est-ce que vous êtes dans le cadre d'une nouvelle prestation, est-ce que vous êtes dans le cadre d'une augmentation de gamme, est-ce que vous êtes dans le cadre d'une externalisation, c'est-à-dire que vous partez avec une organisation interne et vous voulez donc externaliser. Ensuite, vous allez mettre vraiment le cahier des charges, on va le détailler après, et puis les différents jalons de l'appel d'offres, comment ça se passe, à quelle date, le jeu de questions-réponses, à quelle date je veux ma réponse, puis une soutenance, etc. On va le détailler avec les différents. Entre-temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle un RFP, Request for Proposal, où on va s'assurer que le prestataire en question répond bien par rapport au processus et on ne va pas encore parler de tarification à ce moment-là. On est sur donc, une phase intermédiaire entre le RFI et le RFQ. On est sur le RFP, vérifier que votre prestataire est bien en mesure de répondre à vos processus et à vos besoins. Alors, le cahier des charges, lui, va être très, très important. C'est la spécification technique et logistique de vos besoins. En termes de volume, en termes de description des produits, en termes de spécification technique, de besoins en termes de législation, les flux d'entrée, les flux de sortie, pas sur des moyennes, mais plutôt sur des mini-maxi, des besoins de manutention, des besoins de transport, des spécificités par rapport à votre portefeuille client. On va commencer à aller voir pour un transport s'il y a besoin de haillons, s'il faut livrer avec tel ou tel matériel, s'il y a besoin, si vos clients sont équipés, matériel de manutention ou autre. Voilà, vous allez vraiment avoir une description totale, complète, de ce que vous allez demander, tant au transporteur qu'à votre logisticien. Alors en général, on a deux cahiers des charges distincts, puisque les deux besoins sont différents. Prenez bien le temps de réaliser ce cahier des charges, et d'une, parce que s'il n'est pas bon, vous allez démarrer une prestation sur des mauvaises bases, donc ça peut coûter très cher à l'issue. Et puis, c'est quelque part ce cahier des charges avec les données entrantes et ce que vous avez demandé à votre client, c'est déjà le brouillon du contrat que vous allez passer avec votre prestataire. Et donc, à un moment donné, si le cahier des charges n'est pas bon, ça veut dire que votre contrat ne va pas forcément être bon non plus. Et ce contrat, lui-même, va devoir être rédigé, être vraiment approuvé, soit par un juriste, soit par un avocat, soit par un consultant qui est habitué donc à ce type de contenu. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus laisser à la légère cette partie contractuelle. J'insiste ici parce qu'on n'en parlera pas dans le webinaire, mais un contrat, en général, quand on signe un contrat avec une partie prenante, tout se passe bien, il y a des petites fleurs partout, on est content, on signe un contrat et derrière, c'est ce qui va gérer notre relation. Sauf que le contrat, on va le mettre dans un tiroir et le jour où on va ressortir le contrat du tiroir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien entre le donneur d'ordre et son prestataire. Et donc, il faut couvrir à un moment donné un maximum, tant pour le prestataire que pour vous. C'est une sécurisation pour les deux parties. Il faut couvrir un maximum ce contrat de manière à ce que si on le ressort, on ait les éléments et les clauses nécessaires à appliquer plutôt que rentrer dans des longues procédures. Alors, dans ce projet, donc, vous allez sortir des données d'exploitation logistique et ou transport avec donc, des analyses qualitatives, avec des analyses quantitatives, le nombre de véhicules, tout ce qu'on va rentrer, tout ce qu'on va sortir, on vient d'en parler. Donc ça va être vraiment dans cette partie qui est des charges. Le point important sur ce slide ici, c'est la projection à moyen terme. Vous démarrez une activité avec des données très certainement l'année précédente pour avoir un exercice complet. Oui, mais comment est-ce que vous vous projetez, vous, dans les années futures? Est-ce que vous avez des prévisions de croissance en termes de volume, en termes de nouvelles gammes, en termes de futures activités? Un transporteur saura très certainement s'adapter par rapport à des moyens à mettre en œuvre pour transporter vos produits. Un logisticien, s'il calibre une surface en mètres carrés, s'il calibre
du matériel de stockage, matière de manutention, va avoir plus de mal si vous ne l'informez pas sur les leçons de croissance, il ne va pas forcément faire le bon choix dès le départ par rapport à son implantation, au matériel qui va être en place. Donc, pensez bien à échanger, même si, encore une fois, on est dans un environnement VUCA, donc incertain, instable, flexible. Vous avez quand même des projections, vous avez quand même des forecasts, des budgets, des objectifs qui vous ont été fixés en interne. Et donc, prenez ces hypothèses-là pour aller chercher et informer votre futur partenaire. Dans le projet et dans la préparation, il y a un point qui est important, c'est la structuration des tarifs. Combien va vous coûter le déménagement pour l'installation du site? Combien vous comptez les frais de démarrage? Est-ce que les racks, les équipements automatisés, la courbe d'apprentissage, est-ce que c'est quelque chose qui va vous être facturé au premier jour du contrat, voire même avant la signature du contrat? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être lissé dans des coûts variables? Voilà, coût fixe, coût variable, hein, on se rappelle, l'un des premiers enjeux d'aller chercher la prestation, c'est de faire évoluer ce ratio coût fixe, coût variable. Est-ce que vous allez chercher un prestataire pour avoir 100% de coût variable par rapport à une activité ou est-ce que vous allez chercher plutôt parce que vous voulez reporter un investissement ou sur quelqu'un d'autre qui supporte ces investissements? Est-ce que voilà, donc vous avez pas mal de points d'entrée pour aller chercher cette externalisation. Et donc, vous avez une grille à mettre en place. Cette grille que vous allez proposer, tant pour vos transporteurs, j'insiste, que pour vos logisticiens, cette grille, il faut l'imposer dans le cadre d'un appel d'offres. Et il faut vraiment que chaque partenaire potentiel puisse venir renseigner votre tableur, vos données et aller renseigner donc des unités d'œuvre avec des coûts unitaires. D'où la nécessité de bien préparer donc cette grille de tarifs pour bien prévoir tous les cas. Mais en tout cas, ça va vous faciliter le travail derrière d'analyse quand vous allez recevoir les grilles de tarifs donc des prestataires potentiels. Vous allez pouvoir les comparer de manière très précise sur l'aspect économique. Voilà, donc imposer une grille de tarifs permet de comparer simplement les offres tarifaires. Quant aux exigences tarifaires, alors un conseil, ne mettez pas, même si vous ne faites pas exprès, ne mettez pas des éléments qui pourraient coûter cher à terme. Pourquoi? Parce que soit vous dites, oh, ben non, ça, je ne vais pas lui en parler parce que ça va lui faire peur. Une fois qu'on a démarré, la peur ne peut pas le manger. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir des surcoûts liés au fait que vous n'avez pas transmis toutes les informations à un transporteur ou à un prestataire logistique. On distingue en général trois phases quand on va chercher une prestation, notamment chez un prestataire logistique. Il y a une activité de stockage, il y a une activité de manutention avec tout ce qui est, bien souvent, on va distinguer la préparation de commande des entrées. Vous pouvez avoir des activités complémentaires et puis vous allez avoir donc, une phase de budget sur la partie transport. Et là, donc, à vous de mettre en face les bons ratios, les bonnes unités. Est-ce qu'on est sur le stockage sur un coût palette, sur un coût palette variable par rapport à une moyenne mensuelle, par rapport à un pic mensuel? Est-ce que vous allez facturer plutôt sur un mètre carré dédié et vous faites ce que vous voulez dedans, entre guillemets? Est-ce que c'est un nombre d'emplacements, etc. Donc ici, il va falloir commencer à anticiper un peu la manière dont vous attendez à être facturé. Pareil pour le transport, est-ce que vous allez facturer au poids, au volume, au mètre de plancher, avec une notion de ratio poids-volume qui peut avoir son importance. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faudra forcément prendre en compte, avec un enjeu, la simplicité et la notion de contrôlabilité, c'est-à-dire que vous devez pouvoir simplement, derrière, demain matin, quand vous démarrez l'activité, contrôler la facturation de votre prestataire. Et si vous avez 56 lignes de facturation à vérifier, ce sera forcément compliqué et forcément source à un moment donné d'erreurs potentielles. Juste un petit aparté sur la partie appel d'offres transport où vous avez aujourd'hui des outils digitaux qui vous permettent
de générer ces appels d'offres, voire de vous passer finalement d'une relation transport une fois donc finaliser ces appels d'offres. Alors ces outils vous permettent d'aller sélectionner les transporteurs, donc ça vous évite la partie RFI puisque sur la base de critères, ça va vous donner une liste de transporteurs. Ils vont vous fournir donc des coûts moyens de marché qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à des offres. Ils vont faciliter le chiffrage transitaire. Ils vont vous mettre à disposition les outils par rapport aux saisies de vos besoins, par rapport à la grille de tarification, de retour du transport, des outils de comparaison, etc. Certains outils vous permettent même de faire ce qu'on appelle donc des appels d'offres à l'envers. Hein. On va chercher le moins 10 ans à chaque fois et on calcule par rapport à l'enjeu. Je ne préconise pas ce type d'appel d'offres où le premier critère est le tarif et on le verra un petit peu plus tard. Et puis vous avez quand même des contraintes hein, par rapport à ces systèmes. C'est que vous allez payer par rapport à un volume de chiffre d'affaires transport que vous allez générer sur la période que vous voulez simuler, donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez une prise en main assez longue des outils, même si vous avez un gain de temps hein, par rapport à des comparaisons de tableurs. Par contre, la moindre erreur d'utilisation des outils peut avoir des conséquences assez lourdes derrière sur l'exploitation. Donc là aussi, faites-vous accompagner soit par le fournisseur de l'outil, soit par un cabinet conseil qui est spécialisé dans l'utilisation et l'exploitation de ces outils. Alors, ces outils permettent une chose, de simplifier en fait vos relations, des flux d'informations avec les transporteurs. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, comme le schéma de gauche, à mettre en place des EDI, des liens informatiques avec toute une flotte de transport, vous allez avoir une seule communication à mettre en place avec cet outil digital qui lui-même va être déjà connecté avec la plus grande majorité des transporteurs du secteur. Alors, vous avez pareil des avantages au quotidien, hein. Même vous avez une perte en relation avec les transporteurs, puisque quand vous allez libérer ou faire un appel sur une commande, vous avez un système qui va aller vous sélectionner un premier transporteur qui va accepter ou pas, puis ça va basculer sur un transporteur de rang 2 qui va accepter ou pas, en fonction donc de vos grilles de tarifs, en fonction donc, de votre politique de transport. L'avantage, c'est que vous allez vraiment maîtriser beaucoup par rapport à un exploitant qui peut-être a l'habitude d'appeler tel ou tel transporteur parce qu'il aime bien travailler avec eux, mais qui ne sont pas forcément les moins chers ou qui ne sont pas forcément ceux que vous avez désignés dans votre grille de politique transport. Derrière, vous allez pouvoir ramener de l'intelligence artificielle par rapport à ces transports et bénéficier également si aucun de vos transporteurs habituels n'est en mesure d'assurer le transport, d'être connecté sur une bourse de fret pour aller mettre ce transport en ligne. Vous avez quand même une perte importante de relation avec vos transporteurs et n'oublions pas que votre transporteur, finalement, c'est l'un de vos premiers commerciaux puisque c'est lui qui va déposer vos produits chez vos clients. Alors une fois donc vous avez lancé donc vos projets, vous avez sélectionné vos transporteurs ou vos logiciels potentiels, vous avez lancé votre appel d'offres, vous allez recevoir des réponses de différentes entreprises et là il faut savoir qui vous avez en face. N'hésitez pas à générer des audits, d'aller vérifier ou voir par vous-même comment fonctionne un prestataire, s'il y a des différences entre sa plaquette commerciale et ses quais, ses activités, avec qui il travaille, ses notions de chiffre d'affaires, sa solidité financière également. Et puis donc tout ce qui est approche de fonctionnement au quotidien, des indicateurs mis en place, l'axe sur les améliorations continues, parce que forcément vous allez lui demander de progresser au fil de l'eau, les compétences en matière de conception, de gestion de contrats d'externalisation, l'adéquation des systèmes d'information, etc. Donc tout ça, c'est des points qu'il va falloir aller vérifier, auditer, de manière à pouvoir faire votre propre jugement et de manière à pouvoir aller analyser vos offres fournisseurs sur deux volets, l'offre économique, on en a parlé, et l'offre technique. C'est important, pourquoi? Parce que quand vous allez chercher un prestataire, aussi bien transport que logistique, vous n'allez pas chercher un tarif.
vous allez chercher un partenariat avec un équilibre entre la prestation qui est amenée et le coût qui est associé. Ne raisonnez pas en général quand on analyse des appels d'offres, on a des nuages de points qu'on met sur un graphique, les points les plus bas, les points les plus hauts, on a plutôt tendance à les écarter. Alors, on va comprendre pourquoi c'est bas, pourquoi c'est haut, on va les écarter et on va chercher des prestataires qui sont plutôt dans le ventre de ce nuage de points. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt important. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que le tarif, il y a donc cette partie technique avec l'organisation, la présentation, les outils des systèmes d'information, le management des ressources humaines, la réputation, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose et ça vous permet de comprendre comment est-ce que votre prestataire a finalement interprété vos besoins et est-ce qu'il a bien répondu, correctement répondu à vos attentes. Et pour ça, vous allez avoir une réception de réponses et vous allez organiser, une fois que vous avez lancé l'appel d'offres, vous ferez un jeu de questions-réponses avec des réponses, soit vous allez dédier au prestataire qui vous la pose, soit vous allez partager parce qu'il a soulevé peut-être une erreur, une anomalie dans votre cahier des charges ou votre appel d'offres. Et puis, donc, la mise de réponse, vous allez monter une grille de pondération par rapport à une offre technique, une offre économique. Vous allez vouloir rencontrer votre prestataire, avoir sous forme de soutenance, entre guillemets, de manière à pouvoir, si vous avez consulté 5 entreprises au départ, à pouvoir monter une shortlist et puis ensuite avoir un processus de révision encore plus précise avec 2 prestataires pour pouvoir finalement choisir celui qui va travailler pour votre compte. Et c'est important donc d'harmoniser, de calibrer les offres, d'interpréter, de vérifier finalement que tous les transporteurs, tous les prestataires logistiques vous ont répondu sur tous les critères, à toutes les contraintes techniques par rapport à de la gestion de l'eau, par rapport à la gestion FIFO, par rapport à la traçabilité, par rapport à des besoins de remontée d'informations, du tracing, de tracking, que tout s'est répondu par un savoir-faire ou se soit engagé à le faire en tout cas dans le cadre du contrat que vous allez mettre en place. Et vous allez tomber sur une grille de pondération où finalement, là aussi, vous allez classer selon vos propres critères, selon vos stratégies d'entreprise. Est-ce que le CO2 peut avoir un impact ici? Est-ce que l'expérience prestataire peut avoir un impact sur votre choix? Est-ce que c'est plutôt effectivement le coût qui va l'emporter, etc. Donc, vous allez pouvoir faire monter une grille de notation, une grille de pondération qui va vous permettre de choisir le bon prestataire. Et puis ensuite, vous avez le lancement du projet en lui-même. Alors, on n'est pas sur un webinaire qui va traiter de la gestion de projet, mais en tout cas, une fois que vous allez dire banco à un prestataire, vous allez commencer à mettre en place un projet, vous allez commencer à mettre en place des liaisons de systèmes d'information, vous allez commencer à mettre en place une équipe projet avec des représentants chez le prestataire, des représentants chez vous, vous penchez sur le sujet, sur une planification de reprise, sur une période de tuilage entre l'existant et la future activité. Et donc, petit à petit, vous allez construire et planifier donc, la mise en place du contrat, y compris la mise en place d'indicateurs qui vont vous permettre de suivre donc, la qualité du service qui est offert par le prestataire. N'hésitez pas dans ces indicateurs à intégrer une notion de courbe d'apprentissage. Vous n'allez pas lui demander d'être à 100% et au top du jour au lendemain, ou vous avez peut-être ce besoin et auquel cas vous allez augmenter une période de formation de collaborateurs, d'apprentissage, de tests unitaires et intégrés de systèmes d'information, de manière à vraiment démarrer le jour J avec une exigence très élevée. Mais en tout cas, tout ça, ça va être à gérer dans le projet que vous allez monter donc avec votre prestataire. Encore une fois, tant logistique que transport, puisqu'il y a une importance aussi à gérer correctement une externalisation et une sous-traitance transport. Alors, les règles du succès, c'est quoi? C'est d'avoir une vision à long terme, d'avoir une véritable analyse de risque chez vous. Vous n'allez pas confier à un prestataire une organisation qui marche pas.
Vous allez d'abord vous poser la question, savoir pourquoi ça ne marche pas, tirer des leçons, et ensuite seulement, une fois peut-être qu'elle est optimisée, vous allez externaliser. Sinon, c'est quelque chose qui risque de coûter très cher à votre entreprise. Vous allez donc procéder à l'externalisation et vous allez partager cette externalisation à tous les niveaux de l'entreprise. On est dans une supply chain, on est dans des échanges d'informations et donc il faut avoir le soutien, notamment de votre direction générale, évidemment, d'avoir des sponsors de projets qui vous suivent dans ce projet. Vous allez avoir à gérer donc les phases de transition, hein, donc les périodes de tuilage et de montée en compétence de votre prestataire. Et puis, donc, il faut que dans l'approche que vous aurez montée avec le prestataire, il faut qu'on ressente une notion de partenariat, de gagnant-gagnant, de manière à ce que tous les deux vous puissiez tirer bénéfice et profit de cette nouvelle prestation. Dernier point, la mise en place donc, des mesures de performance, hein, les indicateurs, les KPI, qui doivent, pour certains, devenir donc compléter une liste de SLA, Service Level Agreement. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez identifier quelques indicateurs clés qui vont vous permettre de dire à votre prestataire, attention, là, vous n'êtes pas bon. Attention, si pendant 2 mois, vous avez tel niveau de service sur tel critère, ben, je risque d'avoir possibilité de dénoncer le contrat, etc. Donc ça, laissez-vous aussi des portes de sortie parce que c'est un peu le risque, c'est de dire on est enfermé avec un prestataire, on ne peut pas en sortir. Non, si on prévoit correctement des bons niveaux de service, ça forcera aussi quelque part le prestataire à mettre en place les outils qui vont bien et les dispositifs qui vont bien pour répondre à vos attentes de succès. Règle de succès peut être distincte si on analyse logistique d'un côté, transport de l'autre. Logistique, votre prestataire doit connaître, apprendre le produit. Vos flux doivent être forcément digitalisés, puisque si vous communiquez des flux papier, fax, etc., mail, c'est peut-être moins efficace que si vous avez une communication entre vos systèmes d'information. Les échanges d'informations eux-mêmes doivent être sur des règles de gestion claires. Un exemple, hein, tout bête, jusqu'à quel moment est-ce que vous acceptez une modification ou une annulation de commande? Les informations doivent être remontées en temps réel comme pour le transport du reste. Et puis, encore une fois, c'est vraiment un partenariat avec un prestataire. C'est-à-dire que vous avez des difficultés, vous savez que vous allez avoir un pic d'activité ou un creux d'activité partagé avec le prestataire. Lui, de son côté, peut peut-être aussi avoir des difficultés par rapport à des moyens ou n'importe. Et c'est en commun que vous allez trouver les solutions les plus équilibrées pour les deux parties. Côté transport, votre prestataire doit garantir le respect de la législation, ça c'est un minimum, mais c'est à vous de vous en assurer, la licence communautaire, les assurances, tout ce qui va bien. Il doit pouvoir vous proposer la meilleure solution par rapport à vos flux. S'il propose des camions complets pour transporter 4 mètres de plancher, ça va peut-être vous coûter un petit peu cher, et donc vous allez manquer de souplesse. Vous devez pouvoir imposer donc un niveau maximal de sous-affrètement, hein, sous-affrètement de rang 1, de rang 2, de rang 3, est-ce que vous acceptez ou pas, ou est-ce que vous exigez à votre prestataire transport d'assurer par lui-même et avec ses moyens vos transports. Vous avez une exigence d'information, là aussi du temps réel, hein, il se passe quelque chose sur une livraison, il y a des retards, il y a des anomalies, il y a des litiges. L'idée, c'est que vous puissiez être informé avant vos clients et vous appelez vos clients derrière en disant il s'est passé quelque chose, expliquez-moi. C'est nettement mieux pris par les clients que si c'est eux qui vous appellent en disant il s'est passé quelque chose sur mon quai. Et puis là aussi, sur la facturation, faites une facturation, un modèle de facturation, ça concerne aussi la partie entrepôt, quelque chose de simple qui ne donne pas source à interprétation et en version électronique. Un dernier point sur la règle de succès, le gouvernement en France, en fin 2018, a édité un référentiel RSE, donc en logistique, responsabilité sociétale des entreprises, 7 champs d'action, donc droits de l'homme, social, développement des territoires, environnement, gouvernance, enjeux liés aux clients consommateurs, et il y a une notion de loyauté des pratiques avec des objectifs, accompagner les entreprises de la filière logistique. On est vraiment sur la filière logistique, que ce soit donneur d'ordre, prestataire logistique ou transporteur. Donc, accompagner les entreprises dans une démarche de responsabilité sociétale
et faciliter les échanges entre donneurs d'ordre et prestataires de services. C'est-à-dire que là où aujourd'hui on dit il faut mettre un partenariat, il faut que ça se passe bien, et il faut qu'il y ait une bonne entente et gagnant-gagnant, et qu'il n'y ait pas une position dominée-dominant, le gouvernement incite à travers ce référentiel à prendre en compte cet aspect. Et si on regarde donc, dans le détail avec l'équivalent de la norme ISO 26000 qui correspond donc à cette partie RSE, promotion de la responsabilité sociétale de la chaîne de valeur, la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociétale et environnementale, la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux. C'est important de ne pas acheter à n'importe quel prix et de ne pas d'aller confier de prestations à n'importe quel prix non plus, avec une matrice que je vous laisserai découvrir, puisque vous le savez, vous avez à l'issue de ce webinaire, vous aurez accès au replay et à la documentation qui aura servi donc, de support à la présentation. Vous aurez ce tableau avec en abscisse et en ordonnée l'importance des opérateurs, donc pour les opérateurs logistiques, l'importance pour les parties prenantes, dont les donneurs d'ordre évidemment, avec ce lien durable tout en haut à droite, ce lien durable avec les clients, sous-traitants et fournisseurs, c'est vraiment sur un partenariat et un engagement et une vision de longue durée que vous allez pouvoir mettre en place un bon partenariat avec vos prestataires, tant logistique que transport. Si j'avais une conclusion à faire en quelques mots, considérez pas l'externalisation comme j'achète un tarif. Vous êtes sur un choix stratégique, vous êtes sur un enjeu, équilibre, donc offre commerciale, offre technique. C'est vraiment un mixte des deux qui va vous permettre d'aller en toute confiance confier vos produits donc, à un prestataire. N'oubliez pas la phase contractuelle, c'est important. Vous êtes on le mentionne ici sur un choix à quasi sens unique. C'est-à-dire que ça va être difficile de faire marche arrière. Si demain vous externalisez votre logistique, ça va être difficile de la réinternaliser. En tout cas, vous n'allez pas le faire tout de suite. Et donc, il faut que votre projet soit structuré, que la méthodologie soit précise. Je vous en ai donné quelques aspects ici. N'hésitez pas, faites appel à un cabinet de conseil, faites appel à Simpo Consulting, puisque donc le succès, et on voit sur les quelques statistiques que je vous ai présentées au début de ce webinaire, dépend de la précision du projet d'externalisation, aussi bien sur sa phase de préparation, d'identification des besoins, que sur sa phase d'accompagnement et de mise en œuvre. J'en ai fini pour le thème d'aujourd'hui. Quelques dates que vous pouvez retenir. Donc, on va parler préparation de commande le 10 juin. On va parler e-commerce le 24 juin. On va parler simulation de flux le 8 juillet. Et on va parler indicateurs en interne ou pour le compte de vous poursuivre vos prestataires de services. Et ça, ce sera pour le 22 juillet. Voilà. Alors, vous avez l'habitude. Mes coordonnées sont ici. Et je reste à votre disposition. Vous avez peut-être déjà envoyé quelques questions par chat, peut-être vous comptez en envoyer. On va prendre le temps de regarder les questions et puis n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions par la suite si vous avez besoin. Merci en tout cas pour votre attention et donc place aux questions. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, j'ai une première question qui me dit pas de questions, c'est très clair, merci. Et bien présenté, merci beaucoup.
J'ai pas d'autres questions pour le moment. Voilà, je vous propose peut-être de vous laisser le temps de reposer encore ces questions. Encore une fois, vous allez recevoir un lien pour pouvoir consulter cette présentation, ce webinaire en replay et disposer donc des supports de présentation qui auront été utilisés. Alors, j'ai une question aussi, c'est à partir de quelle surface ou de quel besoin peut-on envisager de faire appel à un prestataire logistique? J'aime bien la réponse de Normand sur ce type d'activité. Dès l'instant où on va avoir donc un besoin identifié, parce que vous avez besoin d'augmenter une surface de production et donc vous allez réduire votre partie magasinage. Vous allez peut-être dédier cette surface à des stocks amont, pardon. Vous allez peut-être effectivement vouloir confier vos colis à un prestataire. Vous n'avez pas besoin d'être une multinationale pour aller chercher un prestataire logistique. Il y a des prestataires qui sont spécialisés plutôt sur la multitude de petits comptes. Et puis, vous avez des prestataires qui sont spécialisés sur la mise en place d'entrepôts, monoclients dédiés, etc. sur les activités. Ou alors, vous allez pouvoir rejoindre un prestataire qui est vraiment dans votre secteur d'activité. Je pense à un secteur notamment qui est tout ce qui est PLV, hein, donc tout ce qui est articles publicitaires, qui va accompagner une gamme et autres. Vous avez des prestataires qui sont orientés comme ceci. C'est pas parce que vous êtes petit que vous n'allez pas être considéré comme un client sérieux par votre prestataire. Et ça, c'est bien le contrat et les indicateurs que vous allez mettre en place qui vont permettre de l'assurer. Assurez-vous bien, par contre, que ce prestataire va bien avoir les moyens de vous suivre, moyens d'échanger de manière simple avec vous, parce que peut-être que vous n'allez pas non plus mettre un flux EDI en place entre vous et votre prestataire au vu de la taille de vos flux. Peut-être qu'il va vous permettre de rentrer, d'échanger entre votre ERP et son WMS à travers un portail intranet avec des solutions qui sont plutôt sécurisées. Voilà, donc il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de taille. Après, il n'y a pas de taille critique par rapport au fait de confier ou de ne pas confier sa marchandise à un prestataire logistique. Et évidemment, il va de même pour un transporteur. Si dès l'instant vous avez commencé une activité, vous avez une activité intermédiaire, vous n'avez pas forcément velléité à acheter un camion pour faire le tour de France en une semaine pour livrer vos clients. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions ici? Les questions commencent à arriver. Alors, je n'ai pas beaucoup d'accès au... J'ai un tout petit pavé qui me permet d'aller chercher les questions. C'est pas forcément très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci pour votre présentation. Alors, il y a une notion, donc, on me demande de détailler la partie accompagnement humain. Alors ça, c'est très important dans le cadre d'une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre. J'ai mis un peu dans les facteurs clés. À un moment donné, il faut que le prestataire puisse comprendre votre fonctionnement, votre marché, vos produits. Et donc, forcément, à un moment donné, il y a besoin d'avoir des équipes communes, de faire un transfert finalement, soit de technologie, soit un transfert d'information, de compréhension. Et donc, alors selon la taille, hein, sur cette partie accompagnement humain, soit vous allez avoir un implant chez votre prestataire qui va pouvoir être au quotidien, échanger des informations, soit vous allez avoir
un prestataire qui va vous dédier quelqu'un pour suivre votre prestation. Et puis, vous allez avoir donc, à mettre en place, on n'en a pas parlé, c'est vrai, donc une notion de comité de pilotage, c'est-à-dire que ces indicateurs, vous allez vous les échanger. Vous allez, vous, en tant que donneur d'ordre, renseigner. Vous allez avoir votre prestataire qui va renseigner ces indicateurs également. Soit des indicateurs d'activité, soit des indicateurs de productivité, soit des indicateurs par rapport à la vision donc, et des forecasts sur les mois suivants. Et donc, vous allez avoir un comité de pilotage qui va se réunir peut-être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, selon votre besoin, de manière à faire évoluer la prestation, à amener donc à suivre des plans d'action, à aller vers des notions d'amélioration continue et finalement là aussi d'aspect gagnant-gagnant dans la partie partenariat et d'acquérir de la confiance mutuelle entre les parties prenantes. En tout cas, il y a forcément un besoin de mettre à disposition à un moment donné des ressources pour faire comprendre votre marché et vos clients à vos prestataires. Alors, on me demande de mettre en évidence 3 points essentiels du séminaire en synthèse. Les 3 points essentiels, c'est vraiment une bonne sélection des prestataires potentiels, donc à travers le RFI, une bonne définition de vos besoins, qui est vraiment essentiel aussi, hein, qui doit être clairement identifié. Et donc, associé à ça, la compréhension de vos besoins par les prestataires potentiels. Et puis ensuite, une sécurisation contractuelle de votre activité. Hein. Donc, on a toute la méthodologie qui doit arriver sur le fait que vous allez confier votre marchandise à un prestataire, et vous devez vous assurer donc qu'il a bien compris ce que vous attendiez, vous devez avoir confiance en lui, et puis donc évidemment que vous avez, si ça se passe mal, la possibilité de ressortir et que votre prestataire ne va pas vous entraîner dans une chute sur laquelle ou dans une course sur laquelle vous ne seriez pas capable de remonter. Alors ensuite, on a la question comment évoluer la sous-traitance sur un marché lointain, Asie, Amérique du Nord, Maghreb. Ici, on est alors la distance, hein, pareil, n'est pas un frein sur la partie prestation. Évidemment, c'est encore si vous avez des implants en Europe, vous n'allez pas forcément aller monter des divisions en propre en Asie pour vos activités. Donc, vous allez confier vos activités. Alors, vous allez pouvoir sélectionner des prestataires qui sont qualifiés et vous avez également des réseaux qui vous permettent par délégation d'aller, si vous n'avez pas possibilité de vous rendre dans ces pays-là ou tout au moins à fréquence suffisamment grande, vous avez donc là aussi un réseau entre guillemets de sous-traitance avec des gens sur lesquels vous allez confier finalement le fait d'aller faire des points avec vos partenaires sur place pour vérifier la partie indicateur, la partie que effectivement ce qu'on vous annonce sur un tableur correspond bien à la réalité, etc. Donc vous avez des réseaux intermédiaires qui vous permettent d'aller mettre en place ce type d'activité. Vous avez aujourd'hui, hein, tout le monde fait du télétravail, vous avez aussi possibilité de faire des visios avec votre prestataire. Et à l'issue, de toute façon, le résultat, vous le voyez par rapport à la satisfaction de vos clients. Si votre prestataire vous dit tout va bien, c'est impeccable, et que vos clients vous disent bah, moi j'ai eu 50% de mes commandes qui sont livrées en retard, c'est qu'à un moment donné, il y a un écart entre la qualité que vous vend votre prestataire et la qualité qui est perçue par vos clients. Donc rapidement, vous le voyez vite s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors là, on nous parle donc de notion de supply chain étendue. Alors la supply chain étendue, hein, évidemment, dans le cas d'une supply chain étendue, bien sûr, choix des incoterms. Alors oui,
Quand on va commencer à parler spatial étendu, c'est-à-dire qu'on va parler de votre entreprise, on va intégrer dedans les fournisseurs, voire les fournisseurs des fournisseurs, et on va intégrer vos clients, voire les clients de vos clients. C'est-à-dire qu'on va avoir un schéma, un système d'information qui va intégrer toute cette partie-là. Et donc, votre prestataire, tant en logistique que transport, doit faire partie de cette chaîne d'information. On est vraiment sur une chaîne, doit faire partie donc, de ces échanges. Un prestataire qui va recevoir, tout comme vous, une information d'augmentation de volume, de baisse de volume, de pic d'activité et autres, va lui aussi pouvoir se préparer à tous les comités de pilotage dont je parlais tout à l'heure. Hein. Bon, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on échange sur nos difficultés, sur nos prévisions. Et on parle d'incoterms, forcément, les incoterms vont avoir aussi un impact quand vous allez établir, si on parle donc plutôt de la partie transport, quand vous allez établir votre cahier des charges, pour générer votre appel d'offres, ben soit vous êtes fixé déjà, vous avez des services en interne qui sont capables de dire, et des échanges avec des fournisseurs qui sont capables d'identifier le type d'incoterm que vous allez mettre, soit vous allez dire, ben, dans l'appel d'offres ou dans votre cahier des charges, ben, j'hésite entre deux incoterms, j'hésite entre ça, mon fournisseur me laisse le choix, à vous de me proposer, de me présenter la solution la meilleure par rapport à mon activité. Là aussi, il faut aller chercher vous faites appel à des cabinets de conseil également. Il faut aller chercher les compétences où elles sont. Et c'est bien aussi effectivement de se remettre en cause, de remettre en cause des fois les incoterms qu'on utilise depuis des années, même s'ils évoluent entre-temps, et de pouvoir remettre en cause. C'est l'occasion effectivement de se reposer la question, y compris par rapport aux incoterms. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup échangé sur une couverture nationale. On n'a pas beaucoup dépasser les frontières, mais on peut échanger par la suite sur ces notions d'échange internationaux. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous d'avoir participé donc à ce quatrième webinaire CIPCO. Je vous remets la date à toute fin utile des 4 futurs webinaires. Vous allez recevoir donc, le lien pour charger ou revoir donc, ce webinaire en replay et pour pouvoir charger le support de présentation. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre fidélité. Au revoir.